Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans 28 minutes, nous sommes heureux de vous retrouver. L'actualité, c'est l'invraisemblable tentative de putsch qui a eu lieu ce week-end. Putsch par la milice russe Wagner avec marche sur le QG militaire de Rostov et menace de rallier Moscou à 400 km de là. La mutinerie est terminée. Vladimir Poutine est-il fragilisé sur la scène politique russe? Nous en débattrons ce soir avant de retrouver à la fin de l'émission Alix Van Pé et Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Quel est votre programme? La conférence des évêques de France annonce qu'il y aura en France cette année seulement 88 prêtres ordonnés. Ça n'a jamais été aussi bas. C'est une véritable crise des vocations. Elisabeth, je vous propose d'aller auprès des curés au XVIIIe siècle à la découverte de leur portion congrue. Fort bien Xavier. Et vous Alix? Eh bien, notre époque semble fascinée par la vieille cuisine. Pas la cuisine de nos grands-parents, hein, la vieille cuisine française du XVIe siècle ou encore la cuisine suédoise des Vikings. Tout à l'heure, je vous donnerai la recette du porridge au poisson. Plaisantez. Gardez-la. À tout à l'heure. Notre premier invité ce soir est le vice-président de la Société des explorateurs français, Christian Clot. Il explore depuis 20 ans, plus de 20 ans, des milieux extrêmes, polaires, désertiques, des jungles pas à moitié moites. Il rentre de l'expédition Deep Climate, une expérience sur l'adaptation humaine au dérèglement climatique. On a chaud. Vous avez le programme, c'est parti. C'est bien vous? Non, parce que... C'est moi. Vous avez votre prénom. On se trompe pas. Mignon, ouais. Oui, mais comme ça, quand on a trop chaud, quand on n'a plus de cerveau, on arrive à se rappeler de comment ça s'appelle. Il est revenu, votre cerveau, depuis que vous êtes rentré de la dernière expédition. Christian Clot, bienvenue. Je vous présente Sonia Kironi et Benjamin Sportin. Bonjour. Bonsoir, chère Sonia. Bonsoir, cher Benjamin. Quand même, juste une chose, parce que vous êtes un explorateur hors norme. Vous avez dit dans une interview, je pensais mourir à 25 ans. Bon, vous en avez 51, tout va bien? Tout va bien. Ouais, je ne sais pas comment j'ai fait. Je m'accroche et je vais essayer de garder encore quelques années devant moi. Ouais. Oui, parce que vous avez un certain nombre d'expériences encore à mener sur nous autres humains pour voir comment on s'adapte. On va en parler après votre portrait réalisé par Gaël Legras. Des voyages, l'adaptation, Deep Climate, c'est la règle de 3 de Christian Clot. Né en Suisse en 1972, il se passionne pour les voyages dès l'âge de 16 ans. Il part alors au Canada, enchaîne les aventures et devient explorateur, tour du Népal, traversée de l'Amérique du Sud du Venezuela au Cap Horn ou encore Terre de Feu et Cordillère Darwin au Chili. Je veux pouvoir ouvrir la connaissance globale et dépasser des idées qu'on sait tout sur tout. Parce que c'est faux, parce qu'il y a encore des tas de choses à découvrir. Depuis 20 ans, il mène des études sur nos capacités d'adaptation. Entre 2016 et 2017, seul et sans la moindre assistance, il passe 4 fois 30 jours dans des milieux extrêmes, au cœur de l'Amazonie brésilienne. Bon, je dois avouer que j'en ai marre, là. Il pleut tout le temps. Dans le désert iranien, où les températures atteignent 60 degrés, en Sibérie orientale, où elles descendent jusqu'à moins 60, et il navigue aussi en Patagonie, où le froid et le vent ne cessent de le torturer. Là, tu te prends le vent, le courant, et tu as de l'eau dans la figure, et c'est violent, et tu rames 1 heure, 2 heures, 3 heures, et ça change pas. Qu'est-ce qui pousse un humain à quand même continuer coûte que coûte? Dans toutes ces expéditions, il recueille des données physiologiques et tente de comprendre les mécanismes cognitifs. Il mène aussi des expériences collectives. En 2021, avec 14 volontaires, il reste 40 jours sans soleil et sans repère temporel dans la grotte de Lombrive en Ariège. L'idée consiste alors à observer les comportements individuels et collectifs dans cette situation insolite. Pour Deep Climate, il a emmené 20 personnes dans 3 milieux extrêmes, la forêt équatoriale de Guyane, la Laponie, puis le désert d'Arabie Saoudite. On a vraiment 8 litres par jour et par personne, c'est ce qui est bien. Ça veut dire que vous devez vous autogérer, c'est à vous de savoir combien vous consommez par jour. Ces expéditions ont permis d'étudier l'adaptation du corps humain aux futures conditions climatiques. Mes travaux visent aussi à une meilleure compréhension de notre cerveau, du rôle des émotions, de nos capacités insoupçonnées à faire face à des situations nouvelles. Vous êtes un peu agité, hein, vous êtes génial. Un peu agité du bocal, Christian Clot. Vous êtes rentré il y a 4 jours. C'est ça. De la dernière expédition de ces 3 fois 40 jours avec 19 personnes plus vous. Alors des gens qui ont de 25 à 52 ans. Les vieux, on les emmène pas? Enfin les vieux, les 55 ans, quoi, 60. Alors on les amènera plus tard, mais déjà on essaie de faire un premier bilan, ce qu'on appelle le bilan de base, sur des populations qui sont de 2 générations.
puisqu'aujourd'hui, 25-50 ans, c'est déjà 2 générations. Et c'est la première fois qu'on fait ça. Donc on doit d'abord avoir des données de base pour ensuite travailler sur des personnes plus âgées et puis des personnes avec des pathologies, ce qu'aujourd'hui on ne fait pas du tout. Mais ce sont des spécialistes de l'adaptation ou ce sont des kidam, des gens comme vous et nous? Pas du tout. Enfin, comme nous, plutôt que C'est vous. vraiment tout le monde. L'idée, c'était d'avoir un groupe représentatif d'une société actuelle. Alors, certes, pas âgé, jusqu'à 50 ans, mais avec des personnes qui viennent de tous les horizons socio-professionnels et économiques et sportifs aussi. On n'a pas que des sportifs. On a des gens qui ont pratiquement jamais fait de sport de leur vie avant. Mais qui ne sont pas tatoués. Personne n'est tatoué. Alors, pas de tatouage en couleur. Parce que les tatouages en pour couleur quelle raison? sur le haut du corps, ça modifie les IRM. C'est-à-dire que les IRM qui sont des systèmes magnétiques, et comme il y a de la ferrite dans les tatouages, ça peut modifier et influencer les IRM. Et ben voilà, donc ça c'est une petite contrainte. Donc, quand il fait moins 60 en Sibérie ou quand il fait plus 50 degrés dans un désert, ça veut dire que votre corps à vous, par exemple, et à celui de ces climatonautes, ce corps vit des variations de température de 110 degrés. C'est dingue. C'est des variations assez importantes, surtout qu'on fait ça successivement, avec assez peu de temps entre chaque milieu. Alors le corps, il subit, mais finalement, ce qui nous intéresse, c'est plutôt comment le cerveau subit. Et là, on a très peu de données là-dessus, et le cerveau lui-même est très impacté par ce genre de conditions. Alors donc vous vous projetez dans le futur, quand il fera 50 degrés, dites-vous, à Marseille par exemple, et vous dites qu'il faut accepter que les maisons soient à 27 degrés. Alors c'est le moment d'en parler parce que beaucoup de personnes, ceux qui nous regardent, mettent la clim. Vous dites quoi? Stop à la clim parce que ça fait monter la température davantage? On ne va pas complètement arrêter la clim, elle est nécessaire pour quand même tempérer un peu, mais on ne peut pas se dire qu'il fait 45 degrés dehors et qu'il fait 20 degrés dans sa maison. Donc il va falloir qu'on accepte une augmentation de température, il va falloir qu'on accepte aussi un changement d'horaire. Pourquoi est-ce qu'on continue de prendre nos postes à 9h du matin quand il fait déjà 40 degrés, plutôt que de les prendre à 5h du matin quand il fait encore plus frais? Donc tout ça, c'est des réflexions qui vont devoir se faire en France, et on n'est pas tout à fait prêt à ce genre de modification comportementale. En France et en Europe? Pourquoi s'arrêter à la France? Enfin, dans tous les pays tempérés, mais dont le climat va changer. La France va potentiellement être le pays qui va le plus changer. On parle quand même de températures extrêmes dans des villes comme Paris ou Marseille, mais effectivement, toute l'Europe du Sud en tout cas, va être impactée par ces climats. Mais revenons donc à cette manière dont l'individu, dont l'humain s'adapte. Vous dites ce qui compte, c'est la coopération adaptative. C'est ça? Et la capacité d'émerveillement. Oui. L'astuce, la souplesse, la fluidité cérébrale, tout ça, plus que de l'intelligence à l'état pur ou de l'endurance physique. Alors, l'endurance physique, elle ne tient pas très longtemps dans ces conditions. C'est vraiment la capacité mentale qui va prendre le dessus. Et la question, c'est qu'est-ce qui donne à un cerveau l'envie d'accepter une condition et donc de commencer ce processus adaptatif? Si on n'a pas quelque chose qui nous fait du bien, si on n'a pas un émerveillement, si on n'a pas quelque chose qui nous donne une envie, pourquoi vous acceptez une situation? Donc aujourd'hui, on doit redéfinir aussi le message qu'on fait passer sur ces conditions. On ne peut pas faire passer un message qui n'est que négatif et de destruction. On a besoin d'avoir envie de s'adapter. Vous, concrètement, vous étiez en Sibérie, il faisait moins 50, et un jour, vous avez vu passer un oisillon blanc devant votre sac de couchage. Vous étiez au 36e dessous, et là, il s'est passé quelque chose? C'est ça, c'est que vous êtes... il faisait moins 60 en l'occurrence, j'étais dans mon sac de couchage, tout d'un coup, moi je crève de froid, j'ouvre un tout petit peu mon abside de tente, et je vois cet oiseau. Je me dis, mais qu'est-ce qu'un oiseau fait là, à ces températures? C'est impossible. Et en fait, c'est tellement merveilleux de voir ça. On se dit, mais ça veut dire que lui, il est bien, la vie est possible. En plus, il se met à chanter, il me nargue comme ça. Il me nargue. Je me dis, tout pour vous. Mais en fait, c'est beau et ça donne envie. Et ça fait partie des déclencheurs qui permettent de se dire, OK, cette situation, elle peut être acceptable. Et quand on commence à accepter une situation, on commence le processus adaptatif. Alors, revenons en France et aux conditions, la chaleur. Oui. Comment vivre la chaleur quand on est âgé, par exemple. Mais pas que. Exactement. Et la chaleur tue. Depuis 2014, 33 000 personnes sont mortes l'été en France à cause de la chaleur. C'est le résultat d'un rapport qui a été publié en fin de semaine dernière par Santé publique France. Un rapport qui déconstruit au passage, effectivement, des idées reçues. D'abord, il n'y a pas que la canicule qui tue. On a tendance, depuis l'été 2003 et ses 15 000 morts, à se concentrer sur ces épisodes de chaleur extrême. Mais dans la réalité, la majorité des victimes de la chaleur sont mortes hors période caniculaire. Par exemple, on estime que l'été dernier, où il a fait particulièrement chaud, les 3 pics de canicule ont fait environ 3 000 morts, mais en tout, près de 7 000 personnes sont mortes des suites de la chaleur à cause des températures élevées. Deuxième idée reçue, la chaleur ne tue effectivement pas que les personnes âgées.
Alors certes, les plus de 75 ans sont les plus concernés, mais un tiers des décès concernent le reste de la population. On sait que la population française est vieillissante, on sait qu'il y a une partie de la population qui est fragile. Est-ce que tout le monde peut vraiment s'adapter à ce changement climatique à venir? Alors, la physiologie corporelle d'un humain, elle peut difficilement s'adapter en réalité. C'est notre comportement qui peut s'adapter. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Dans les phases caniculaires, il y a beaucoup d'alertes. On rappelle aux gens de boire, on leur dit de faire attention, on les protéger. Hydratez-vous. Et donc finalement, les gens font attention. Et quand on fait attention, on est capable de résister à des températures un peu plus importantes. Tout le reste du temps, quand on pense que les températures sont plus clémentes, entre guillemets, c'est là que l'impact à long terme se fait sentir. Ce n'est pas tellement les pics qui posent problème que la récurrence des événements de chaleur. Et puis, il y a une chose qu'on ne connaît pas du tout. On parle là de la donnée de mortalité et de l'impact sur le corps. On n'a aucune donnée sur l'impact sur le cerveau et sur la capacité décisionnelle. On sait aujourd'hui qu'on perd en capacité décisionnelle dans les moments de grande chaleur et on ne sait pas finalement les impacts de nos mauvaises décisions dans ces conditions-là ou de nos non-décisions dans ces conditions. Donc c'est tous des domaines sur lesquels on va devoir travailler, c'est ce qu'on essaie de faire avec ces missions. Avec ces missions Deep Climate. Vous dites, avant j'étais très pessimiste quant à la capacité d'adaptation de nous autres, Homo sapiens. Aujourd'hui je suis complètement optimiste. Est-ce que le fait de dire ça ne risque pas de troubler certains qui vont se dire, mais alors s'il est optimiste et si on va s'adapter, alors il n'y a plus de problème, quoi. Il n'y a pas que nous, il y a le vivant non-humain aussi qui va avoir du mal à s'adapter. Je ne suis pas complètement optimiste, je suis réaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un fait qui est indéniable sur les évolutions. L'adaptation, ce n'est pas seulement d'ailleurs de s'adapter à des conditions qui sont changeantes ou plus de chaleur. Réduire son impact, c'est changer son comportement. Manger moins de viande rouge. Et pour changer son comportement, il faut s'adapter. Quelqu'un qui adore la viande et à qui on a dit pendant toute sa vie, vous avez besoin de viande pour vivre, le passage de j'arrête à manger de la viande, c'est une adaptation. C'est-à-dire ça va demander à la personne de faire un processus d'acceptation, puis de modification, puis de projection de nouvelles capacités de manger. Tout ça, c'est des adaptations. Donc on a tendance à se dire aujourd'hui qu'on doit attendre les événements pour commencer à réagir. Le message aujourd'hui, c'est aujourd'hui que nous avons la possibilité d'agir. Et c'est vrai que c'est difficile parce que ce qu'on sait avec les études, c'est qu'il faut avoir ressenti les choses pour avoir envie de changer. Donc on se pose la question maintenant, tout simplement, comment est-ce qu'on fait protéger une forêt à des gens qui n'ont jamais vu d'arbres? Et c'est ça la question. On va au bout du monde avec vous, Christian. Christian Clot, merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes. Demain, conférence de presse de Deep Climate et puis les résultats dans quelques mois. Merci encore. On passe à notre débat sur la rébellion de la milice russe Wagner qui a eu lieu ce week-end, suivie d'une volte-face tout aussi impressionnante de son chef, Evgeny Prigojine, l'exécuteur des bases œuvres de Vladimir Poutine en Ukraine et en Afrique. Vladimir Poutine sera-t-il affaibli par cette tentative de putsch? Quelles seront les conséquences pour et sur la contre-offensive ukrainienne? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Quel scénario avait-il en tête? Samedi matin, le chef de la milice Wagner fait une annonce surréaliste susceptible de changer le cours de l'histoire de la Russie. Nous sommes au quartier général militaire de Rostov. Il est 7h30, nous contrôlons toute la zone. En quelques heures et sans un coup de feu, les hommes d'Evgeny Prigojine orchestrent un coup de force contre le commandement militaire russe. Des colonnes de véhicules blindés et de chars foncent même en direction de Moscou, où des barrages sont mis en place à la va-vite. Vladimir Poutine prend alors la parole. Nous sommes confrontés à une trahison. C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple. En fin d'après-midi, coup de théâtre. Le patron de Wagner donne l'ordre à ses mercenaires de rebrousser chemin pour éviter des pertes humaines, assure-t-il. C'est le moment où le sang risque de couler. C'est pourquoi nous faisons reculer nos colonnes. Pourquoi Evgeny Prigojine a-t-il mis fin à sa rébellion? Qu'a-t-il négocié avec le Kremlin et son allié bélarus? Encore beaucoup d'interrogations sur une journée aussi historique que chaotique, suivie heure par toutes les chancelleries. Ce qui s'est passé ces 2 derniers jours montre que la guerre contre l'Ukraine fait craquer le pouvoir russe et affecte son système politique. Alors que Moscou s'efforce d'afficher un retour à la normale, le régime de Vladimir Poutine sort-il fragilisé de cette crise? Le président russe peut-il finir par tomber?
Trois invités, trois spécialistes. Pierre de Jong, bonsoir. Vous êtes ancien colonel des troupes de marine françaises. Votre ouvrage « Agir entre les lignes, société militaire privée, Wagner, Blackwater, Mozart et les autres » est paru aux éditions Mareuil. Selon vous, il est très étrange que Wagner ait pu prendre le contrôle de Rostov sur le Don aussi facilement et sous les applaudissements de la population. Cela révèle une connivence de l'armée russe, sans doute, à l'égard de la milice Wagner. À côté de vous, Elena Volochine, bonsoir. Vous êtes grand reporter à France 24. Vous avez été correspondante à Moscou pendant 10 ans. Selon vous, le régime de Vladimir Poutine vacille enfin. Prigojine, donc le patron de la milice Wagner, ne serait jamais arrivé jusque-là à cette tentative de putsch sans complicité. On doit donc s'interroger qui veut la tête de Vladimir Poutine. Et à côté de vous, Claude Blanche-Maison. Bonsoir, monsieur. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie. Vous avez été ambassadeur en Russie de 2000 à 2003. Vous enseignez à Sciences Po. Votre ouvrage Vivre avec Poutine est paru chez Temporis. Et vous considérez que pendant 24 heures, l'Ukraine a eu un espoir fou, mais la rébellion a été trop courte pour que ce soit décisif. Quant à la contre-offensive, il aurait fallu que ça dure 3 ou 4 jours pour qu'ils puissent profiter du désordre russe. Et on démarre ce débat, Benjamin, avec l'image du jour. Oui, donc c'est celle d'Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, bien sûr, qui quitte Rostov-sur-le-Don. On va le voir sous les acclamations des passants, on le voit dans cette vidéo. Puis Prigojine qui se fait prendre en selfie, même avec des Russes, qui l'accostent. Et puis aussi Prigojine, tout sourire, considéré comme un héros, sourire de façade aussi, puisqu'il a dû reculer. Elena Volochine, on va revenir juste un peu en arrière. Prigojine vient de diffuser une vidéo où il affirme qu'il ne voulait pas renverser Poutine, mais qu'en fait, il voulait sauver Wagner, qui devait être dissous, on le dit, dans l'armée régulière russe. Est-ce qu'il faut le croire ou est-ce qu'il veut masquer son échec en disant cela? Yevgeny Prigojine, c'est le maître de la propagande. Et ce n'est pas une vidéo, c'est un audio, un fichier audio qui a été diffusé en 2 parties, où il y a un montage. Donc ce sont 2 enregistrements différents. Enregistrés aujourd'hui? On ne sait pas. Il faut voir les détails du fichier pour l'analyser. Dans ce fichier, effectivement, il en revient à sa version, comme quoi il avait une dent contre le ministère de la Défense uniquement. C'est-à-dire nommément le ministre de la Défense Sergueï Shoïgou, Valéry Gerasimov, le chef d'état-major des armées, qu'il accusait donc de vouloir intégrer les compagnies privées, les sociétés militaires privées, à l'armée régulière et mettre au pas les sociétés militaires privées par ce geste. Cela me fait penser un petit peu à une situation qui était localement survenue dans le Donbass. Pardon, je fais un peu une digression, mais c'est juste pour un élément de contexte. Lorsque l'armée russe ayant organisé l'invasion du Donbass par les groupes mercenaires, où Wagner était aussi présent, il y avait au tout début, en 2014, beaucoup de bataillons qui ont ensuite été intégrés à l'armée régulière russe. Et il y avait des rébellions comme ça. Je connais personnellement un commandant dont le bataillon s'est rébellé, c'est le commandant du film documentaire que j'ai tourné, Le Choix de l'Aigle, qui n'a pas voulu à ce moment-là être intégré et sa tête avait été mise à prix. Donc c'est un scénario qui existe dans l'armée russe. Enfin, en tout cas, dans l'armée russe. Dans la Russie de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il avait la capacité, en homme, de renverser Poutine, si tant est qu'il le voulait, puisque là, en effet, c'est le flou, on ne connaît pas exactement ses intentions, il revient un petit peu sur ce qu'on pensait, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas le renverser. Est-ce qu'en fait, il avait avec 25 000 hommes, qu'il revendique, on ne sait pas exactement combien il a de force, est-ce qu'il pouvait y arriver ? 25 000 hommes, d'abord, c'est pas 25 000 hommes en paquet à Rostov. C'est 25 000 hommes répartis sur l'ensemble du territoire. Il y a toute une série de sites où ils recrutaient. Donc, on va dire qu'il avait à disposition, les chiffres aujourd'hui, on les connaît à peu près, c'est 2, 3, 4 000 hommes, grand maximum, avec une centaine de véhicules. Bien évidemment, vous ne prenez pas une ville comme Moscou et vous ne prenez pas le pouvoir au Kremlin si vous avez 1000 hommes ou 2000 hommes. C'est absolument impensable. Moi, ce que je pense, c'est que simplement, vous savez, Prigojine, c'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur, et il sent les choses. Et en fait, il y avait du mou quelque part. C'était pas du dur, vous voyez, c'était du mou. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il y avait du mou. Et en fait, il arrive à Rostov et il rentre à Rostov. Alors évidemment, très facilement en plus. Oui, mais Rostov, en même temps, c'est le PC de l'ensemble qui gère l'ensemble des opérations en Ukraine. Donc c'est un état-major. Ce ne sont pas des forces opérationnelles, c'est un état-major, c'est la logistique, c'est des médecins, etc. Donc c'est du bout. Donc il est là, puis il vient régulièrement parce que c'est là que ça se passe. Donc il connaît très bien l'endroit. Donc il y rentre, il est là. Puis après, il se met à menacer Shoïgou
Shoigu, il ne menace pas Poutine au passage. Shoigu, le ministre de la Défense. Il dit voilà, il faut qu'il parte absolument, etc. Et ça ne se passe pas. Et puis comme c'est un énergique, c'est un sanguin quelque part, on l'a vu pendant des mois et des mois éructer sur ces chaînes, sur Telegram, sur ces chaînes de télévision. Et donc il décide de menacer, en tout cas, vous savez, c'est un geste d'enfant quelque part. Donc il monte. Alors c'est vrai que c'est comme 1000 hommes, il y a des véhicules, c'est menaçant. Mais quelque part, s'il avait voulu faire ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Je veux dire que la marche mussolinienne, c'est en 1922. C'est pas l'époque. Aujourd'hui, il y a des avions, des hélicoptères, il y a des forces spéciales, ça bombarde de l'intérieur, ça explose Vous voyez, on maîtrise la communication. Pas du tout. Oui. C'est un truc à l'ancienne. Vous voyez, il monte comme ça en direction du nord. Alors, ça aurait pu fonctionner, mais il n'avait en aucun cas les moyens de renverser le pouvoir au Kremlin. Claude Blanche-Maison, est-ce que, peut-être, déjà, il a surestimé ses forces, visiblement, mais c'est aussi, est-ce qu'il avait les complices nécessaires au sein du pouvoir russe? Est-ce qu'il n'a pas aussi surestimé les alliés qu'il pouvait avoir parmi la nomenclatura russe? Il avait sans doute pris un certain nombre d'assurances, notamment chez les généraux qui commandent les différentes régions. Il avait probablement reçu des bonnes paroles. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui avait permis aux Américains, qui écoutent absolument tout de par le monde, d'avoir vent que quelque chose se préparait. Puisqu'apparemment les services américains le savaient. Et il est bien possible aussi que les États-Unis d'Amérique, qui n'avaient pas envie de voir un chaos s'installer en Russie, c'est-à-dire la Russie se décomposer, pays qui a 6000 têtes nucléaires, donc comment pourrait-on avoir une décomposition de ce pays sans que ce soit extrêmement dangereux? Peut-être ont-ils prévenu le Kremlin la veille, peut-être ont-ils prévenu Patrouchev, puisque... Patrouchev, c'est le secrétaire du Conseil de sécurité, qui a été le successeur de Poutine au FSB, donc au renseignement intérieur, successeur du KGB, et Patrouchev fait grosso modo le numéro 2 du régime. Et il parle assez souvent avec M. Burns, qui est le patron de la CIA, ancien ambassadeur à Moscou, et ils se parlent. Ils se parlent pour éviter le pire, et probablement qu'un contact a eu lieu. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en effet, Poutine n'ait pas immédiatement réagi, qu'il ait laissé en fait cette colonne monter jusqu'à Voronezh, et même un peu au-delà, avant de réagir par son discours très dur, disant que, naturellement, les rebelles seraient châtiés, seraient fusillés. Et il y a eu donc interruption de cette rébellion et médiation, Sonia, menée par le chef d'État bélarusse. Alors qu'est-ce qu'on sait sur cette médiation? Eh bien, on sait d'abord qu'elle a surpris tout le monde, puisqu'après 24 heures de tension extrême samedi soir, aux alentours de 19h, heure de Paris, ce dictateur biélorusse, Alexandre Loukachenko, a annoncé avoir trouvé un accord avec Prigojine pour qu'il stoppe son avancée en direction de Moscou. On a d'abord eu du mal à y croire. Loukachenko, c'est donc cet homme qui règne depuis près de 30 ans sur la Biélorussie, qui est considéré aujourd'hui comme le vassal de Poutine, à qui il doit sa survie politique depuis sa réélection frauduleuse en 2020. Le dictateur d'à côté, comme le surnomme le New York Times, dont la marge de manœuvre s'est encore réduite ces derniers mois, son pays servant de base arrière à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Loukachenko assure avoir négocié avec Prigojine toute la journée à la demande de Moscou. Alors que contient exactement cet accord qui a été passé? Pour le moment, on ne sait évidemment que ce que les protagonistes en ont dit. Prigojine affirme avoir obtenu des garanties de sécurité pour les combattants de Wagner. Le porte-parole du Kremlin a fait savoir que l'accord prévoyait l'exil donc de Prigojine en Biélorussie en échange de l'abandon des poursuites pénales contre lui et contre les miliciens de Wagner qui pourront, en tout cas pour ceux qui n'ont pas participé à ces événements, rejoindre, s'ils le souhaitent, l'armée régulière russe. Quelle garantie Prigojine a-t-il obtenue pour sa propre sécurité? Samedi, le porte-parole du Kremlin assurait qu'il avait la parole du président Poutine. On ne sait pas vraiment ce que ça vaut. Une garantie qui peut sembler un petit peu légère, surtout quand on a appris aujourd'hui que le parquet de Moscou avait dit que Prigojine était toujours visé par une enquête judiciaire, après avoir dit le contraire ce week-end. Pierre de Jong, Vladimir Poutine promettait samedi un châtiment pour les traîtres. Qu'est-ce qui aurait pu le faire changer d'avis? Est-ce que la vie de Prigojine est aujourd'hui menacée?
Il y a 2 niveaux dans votre question. Le premier niveau, c'est l'accord, parce qu'il y a un accord qui a été négocié avec Loukachenko, donc c'est un point très important. Moi, j'ai eu l'occasion de voir cet accord qui est assez liminaire, où il n'y a pas grand-chose. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a envoyé. Donc j'ai une espèce de diatribe sur les conditions que vous évoquez à l'instant. Par contre, évidemment, il y a des conditions secrètes que personne ne connaît. Il y a la partie visible et la partie invisible, comme toujours. La partie invisible est totalement inconnue, et c'est la suite de Wagner, c'est la suite de Prigojine. Dans la partie visible, on dit, il faut que tu rentres, tu vas aller en Biélorussie, etc. C'est extrêmement, il n'y a pas grand-chose. Donc le premier point, c'est qu'il y a une partie visible qui protège Prigojine et qui, en fait, autorise la dissolution, entre guillemets, de Wagner, qui va donc signer des contrats, les gens de Wagner vont signer des contrats pour rejoindre, ceux qui le veulent vont rejoindre l'armée russe. Le deuxième point, répondre à votre question, c'est qu'il risque quoi? Il risque d'être jeté par la fenêtre, par la première fenêtre qui va tout ouvrir. Un jour, il aura un thé comme ça, marqué 28 sur un mug, et puis il va y passer, c'est pour ça que je ne touche pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc ce que je veux vous dire, c'est que du coup, ne touchez pas vos verres. Ce que je veux vous dire, c'est que du coup, personne ne sait. Cet homme est en danger. Je veux dire que quelque part, il s'est exposé, et avec Poutine, on sait que les opposants, en général, ne durent pas très longtemps. Ceci étant dit, Prigojine, c'est comme une brute, c'est pas n'importe qui, c'est un homme puissant, qui est riche, donc il a la capacité, encore une fois, et de menacer le pouvoir et Poutine, et également s'autoprotéger. Elena Voloshin, qu'en est-il du sort de Poutine désormais? C'est intéressant de s'y attacher. Est-ce qu'il est au bord du gouffre comme certains le pensent, ou est-ce qu'au contraire il peut sortir renforcé de cet épisode en disant voilà, mon adversaire s'est exilé ou je l'ai contraint à l'exil et puis j'ai rétabli l'ordre, qu'on le veuille ou non? Renforcé, non. Pourquoi je disais qui veut la tête de Vladimir Poutine est crucial? Parce qu'il y a des forces qui veulent prendre le contrôle de la situation tout en haut du pouvoir. Ça, je pense que c'est assez clair. C'est pour ça que je contextualisais la façade tout à l'heure lorsque je disais il continue de viser Shoigu et Gerasimov, c'est-à-dire que ce sont des scénarios qui existent dans le monde réel. Maintenant, encore une fois, sur le ton de cet audio, j'y reviens, c'est très important. Sur ce qu'il a dit aujourd'hui, diffusé en tout cas aujourd'hui, sur ce qu'il a dit avant de marcher sur Moscou, et qui était autrement plus, je dirais, si je puis dire, en parlant de Prigojine, sincère dans les déclarations est direct et franc, parce que le message d'aujourd'hui était beaucoup plus contrôlé et écrit. Là, il disait, le clan des oligarques, en fait, il a démonté en bloc le mythe de dénazification de l'Ukraine, qui est quand même celui dans lequel Vladimir Poutine a plongé la Russie. À partir duquel il a justifié l'agression de l'Ukraine. Les Russes croient que leur pays dénazifie l'Ukraine. Yevgeny Prigojine était là pour dire non, c'est pas vrai. Et qui a-t-il incriminé? C'était parce que cette guerre profite au clan des oligarques et profite au général qui voulait gagner une étoile sur ses épaules. Le clan des oligarques, le clan de Saint-Pétersbourg, ceux dont il dit s'être fait construire des hôpitaux pour soigner leur cancer parce qu'ils sont complètement paranoïaques, là, il parle du clan de Vladimir Poutine. Je veux dire, c'est pas rien. Donc aujourd'hui, il revient avec un message beaucoup plus lissé, beaucoup plus policé, où il dit alors en fait non, il y a une attaque sur nos positions. Cette attaque, elle soulève encore beaucoup de questions. N'oublions pas, le renseignement américain a l'air de ne pas vraiment croire à cette version. Donc il y a ce scénario tout d'un coup qui revient sur la table. Le discours est lissé. Voilà, tout le monde rentre dans son camp de base. Donc il faut vraiment être encore une fois prudent sur qui est visé dans cette opération. Claude Blanche-Maison, Vladimir Poutine est-il affaibli ou non? Incontestablement, Poutine est affaibli, mais je pense qu'il a encore pas mal de réserves. D'abord parce que il va vouloir revenir sur son narratif de l'opération spéciale en Ukraine, que en effet Prigojine a essayé de mettre à mal en disant tout ça c'est bidon, c'est pas du tout ça, c'est une vraie guerre, etc. Et Poutine va probablement s'en tenir à son récit parce qu'il a un objectif, c'est d'être réélu au mois de mars prochain. Il y a des élections en Russie et il veut absolument être réélu. Mais les Russes ont vu les images quand même, en effet. Donc est-ce que ça ne peut pas les images, mais qui croit-il? Oui. Et je voudrais ajouter un élément, c'est que certes, c'est M. Loukachenko qui a mené la négociation, mais pas tout seul. On sait maintenant qu'il y avait 3 membres très importants de l'establishment poutinien du Kremlin qui ont pris part à cette négociation. Le chef de l'administration du Kremlin, M. Vaino, Monsieur Patrouchev, le même, qui est le chef en gros de tous les services secrets russes, et l'ambassadeur russe en Biélorussie, qui est un ancien ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Monsieur Grizlov, et que tous les 3 ont passé toute la journée à négocier. Loukachenko est probablement dans l'incapacité intellectuelle de négocier un accord aussi précis avec toutes les clauses qu'on ne connaît pas, les clauses secrètes qu'on ne connaît pas. Les clauses qu'on connaît, c'est que, évidemment, Prigojine a sauvé sa peau, qu'il a peut-être sauvé son business.
le business en Afrique va continuer. Oui. La holding à Saint-Pétersbourg... Il y a des biens qui ont été saisis. Oui, on a pris 2 sacs d'argent. C'est intéressant. Mais Pierre de Jong, quand même, il n'est pas tout seul, Prigojine. Il a aussi des gens autour de lui. Il a des successeurs potentiels. On parle de son numéro 2 qui est un néo-nazi notoire qui s'appelle Dmitri Utkin. À la limite, Wagner peut continuer à vivre sans lui et toujours menacer le pouvoir poutinien. Je vois très bien ce que vous dire, mais en fait, c'est un peu réducteur. Parce qu'en fait, c'est quoi Wagner? Wagner, c'est rien du tout. Wagner n'a pas de statut, c'est pas une société. En fait, le problème, il faut remonter à la tête du système. C'est la holding qui s'appelle Concorde. Concorde est basée, et ça, c'est vraiment la maison mère de Prigojine. Et Prigojine a 4 métiers. Il n'a pas un seul métier. Wagner n'est qu'un des métiers. Il y a 3 autres métiers. Un, c'est l'alimentaire. Donc, c'est lui qui nourrit la moitié de l'armée russe, etc., etc. Le deuxième chose, c'est tout ce qui est influence, propagande, etc. Avec, vous connaissez Riafan et puis l'IRA, etc. Donc, des structures, usines à troll, etc. Donc, c'est extrêmement performant, en Afrique principalement. Et le quatrième métier, c'est le métier du business. C'est qu'en fait, il y a une myriade de petites sociétés qui ont négocié dans les États africains, au cas par cas, le pétrole, le gaz, l'or, etc. Et donc, il a des revenus considérables. Ouais. Donc, en fait, le biotope, Wagner, c'est un biotope qui s'appelle Concorde, et c'est Prigojine, et il gère cet ensemble-là. Alors, la contre-offensive ukrainienne qui est actuellement en cours, est-ce qu'elle peut profiter justement de cet épisode qu'on vient de vivre? Écoutez le président ukrainien qui se frottait les mains, mais c'était samedi, juste avant justement la reddition de Prigojine. Écoutez. Aujourd'hui, le monde a vu que les patrons de la Russie ne contrôlent rien. Rien du tout. C'est le chaos complet. L'homme du Kremlin a évidemment très peur et se cache probablement quelque part. Je suis sûr qu'il n'est même plus à Moscou. Il sait de quoi il a peur car il a lui-même créé cette menace. Elena Voloshin, l'incertitude a été de courte durée. Est-ce que l'Ukraine peut compter sur cette fragilité temporaire où finalement les choses vont revenir assez vite à une offensive russe? Je pense qu'il faut vraiment se garder de tirer des conclusions maintenant. Fragilité temporaire, élection de l'année prochaine. La Russie a fait face à une tentative de coup d'État. C'est extrêmement grave. Les chaînes de télévision, depuis vendredi soir, russes, les présentateurs diffusent des communiqués officiels. Il y a des films d'archives, des reportages, culture, société, et des propagandistes du régime, des dignitaires du régime qui sont là pour dire tout va bien, la situation est sous contrôle. Il n'y a rien qui dépasse. Ils font des débats à longueur de journée pour vous parler de la dénazification de l'Ukraine. Il n'y a rien qui dépasse aujourd'hui. Ils sont en train de serrer les vis. Ce qui s'est passé là est extrêmement grave. Le régime est déstabilisé. On ne sait pas encore ce qui s'est passé au niveau du scénario. On ne peut pas faire des affirmations. Il faut juste suivre la situation, essayer d'écouter les sources intelligentes parce que c'est ce qui va nous permettre d'en savoir plus. Et c'est un scénario qui va durer encore. Claude Blanche-Maison, mais parce qu'en même temps, on se dit les soldats qui sont sur le terrain là, actuellement russes, qui combattent en Ukraine, ils peuvent être aussi complètement déstabilisés, se dire finalement, rien ne tient, nous n'avons pas de chef ou de vrai chef. Oui, enfin le coup a duré 24 heures, donc c'est un peu court pour que le soldat qui se bat sur le front soit vraiment dérangé. Alors effectivement, les officiers en discutent beaucoup, et on ne sait pas aussi quels sont les officiers qui avaient envie de se rallier éventuellement aux rebelles. Et je crois qu'aujourd'hui, M. Poutine et M. Patrouchev sont assis en train de regarder exactement tous les généraux un par un, tous les gouverneurs un par un, pour savoir quels sont ceux que l'on peut soupçonner donc une déloyauté totalement fidèle. Il va y avoir une purge. Et d'ailleurs, c'est obligatoire, sinon il perd totalement son crédit. Pierre de Jong. Oui, mais je rejoins totalement Monsieur l'ambassadeur. Concrètement, c'est la purge qui va arriver derrière. Parce que si Poutine veut garder son pouvoir, il faut qu'il mette un tour de vis. Donc il y aura un tour de vis, je dirais, par rapport à la population. Il faut savoir qu'actuellement, le système russe, c'est un système de lutte antiterroriste. Donc ça donne des pouvoirs énormes à la police, etc. Et donc au système sécuritaire pour contrôler les gens, etc. Et sur le front, il va y avoir une espèce de contrôle généralisé, comme vous l'évoquiez à l'instant, fort justement, où ils vont vérifier qui est fidèle et qui n'est pas fidèle. Donc il va y avoir un tour de vis. Et malheureusement, sur le front, moi j'attends une espèce de durcissement des opérations où ils vont accentuer le système parce que sinon Poutine il va perdre la face quelque part. Et aux yeux de l'Occident aussi. Dernière question rapide. Et les Occidentaux dans tout ça, on les a sentis un peu perplexes pendant un temps. Est-ce qu'ils ont été derrière Prigojine? Est-ce qu'ils se sont dit finalement qu'ils pouvaient l'utiliser contre Poutine et arrêter la guerre? Les Occidentaux, c'est quand même Joe Biden. Et on sait que Joe Biden ne veut surtout pas que le chaos s'établisse en Russie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par conséquent, bien sûr, il n'était pas question de prendre position pour l'un ou pour l'autre. Mais en réalité, il fallait que cette rébellion cesse. Parce que c'était encore plus inacceptable
que la perpétuation du régime de Poutine. Et ça, je pense que la position des grands pays occidentaux est tous à peu près la même, y compris la position française. Eh bien, à voir, à suivre. Merci en tout cas d'avoir exploré notre question du jour autour de la fragilisation ou pas de Vladimir Poutine après cette tentative de putsch par Prigojine. On reste dans l'actualité avec Alix Van P, Xavier Mauduit. On va évoquer la crise des vocations dans l'Église catholique, de moins en moins d'ordinations, et puis la passion dévorante et débordante pour les menus, les recettes du Moyen-Âge, toujours chez les Français. Mais d'abord, Thibault Nolte et les mots vedettes de l'actualité. Ce soir, c'est Oradour-sur-Glane, ce village martyr de la division d'Astrage qui avait massacré 642 civils en juin 1944. Le village cherche des fonds, de l'argent pour entretenir son mémorial. C'est entendu. Il était le dernier des survivants du massacre d'Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane. Le village martyr d'Oradour-sur-Glane. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Oradour-sur-Glane est un village de 2500 habitants situé à 25 km au nord de Limoges, qui voit couler la rivière Glane, un affluent de la Vienne, et doit son nom au latin oratorium, oratoire, une petite chapelle, suggérant qu'on y priait pour les morts. Oradour-sur-Glane fut supplicié par les nazis le 10 juin 1944. Le lieu, resté intact depuis, s'abîme fortement. En face du nouveau bourg construit en 1947, les 10 hectares du village martyr sont entretenus par l'État. Pour figer le site dans le souvenir de l'abomination, les rues ont été stabilisées, les bâtiments protégés de la pourriture, les couleurs fixées. Désormais, pour sauver le village de l'effondrement, il manque 2 briques. La Fondation du patrimoine a lancé un appel aux dons. Le dernier survivant du massacre est mort en février. Il avait 18 ans lorsque le régiment Der Führer de la division Waffen-SS Das Reich a organisé une descente vengeresse dans son village. 643 morts, dont 260 mineurs, 68 n'avaient pas 6 ans, brûlés dans l'église avec les femmes. Par la suite, il est devenu guide pour de nombreux collégiens allemands. Ces quelques murs et carcasses de Citroën ont maintenant la lourde charge de secouer seules les consciences de 300 000 visiteurs chaque année, dont 100 000 élèves, et témoigner du plus grand massacre de civils commis en France par l'armée hitlérienne. Une spécialité macabre grandement démontrée ailleurs, à Marsaboto, Distomo, Lidica ou ailleurs. À Oradour, la conservation du site suspend le temps et convoque les anciens. Les bâtiments devenus ruines sont désormais monuments, du latin monere, avertir, signaler. Et les Grecs, pour désigner le soin porté aux monuments, employaient le mot thérapeia, faire d'Oradour un phare dans la nuit mémorielle, une thérapie pour l'humanité. Morale antique. Merci, Monsieur Nolte. Bonsoir, mes amis. Bonsoir, Madame Van P. Monsieur Mauduit. Bonsoir, Elisabeth. C'est la plus belle cravate. Oui. Hein? Oui. Bon, alors, cher Xavier, 88 prêtres catholiques vont être ordonnés en France en 2022, mais c'est très peu. 2023. 2023, pardon. Ben oui, l'avenir est au passé. C'est ce qu'annonce la conférence des évêques de France sur une forte baisse. Ils étaient 122 en 2022, ça rime. Et vous vous êtes retourné au petit séminaire en 1770. Oui. Vous n'avez dû jamais en sortir. Oui, c'est vrai. Oh, on y était bien. Non, en 1770, Monseigneur Jean-François de Montillet, archevêque d'Auch, aujourd'hui c'est la région Occitanie, fait paraître une instruction pastorale sur l'état sacerdotal. Parce que la question des vocations, mais ça taraude le haut clergé. Vous savez, 18e siècle, la religion est omniprésente. Monsieur le curé est un personnage important. Il est toujours là. Il conseille, il sermente. Et puis, avec la confession, il sait tout ce qui passe. Oui. Mais c'est une concierge. Aussi une concierge. Mais l'archevêque d'Auch regrette que certains soient devenus curés sans vocation. Alors pourquoi ils ont été curés? Il dit, parce que soit ils n'avaient pas de talent, ils ont fait que ça, ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Soit ils étaient paresseux, soit, alors ça arrive très souvent, ils n'étaient pas l'aîné de la famille. Alors les parents ont voulu s'en débarrasser. Vous voyez, le petit dernier, on va en faire un curé. Et puis l'archevêque d'Auch évoque ceux qui ont pris l'état ecclésiastique par cupidité. Ça, c'est Auch. Mais pourquoi? Parce qu'on peut s'enrichir en devenant curé? C'est la grande question du niveau de vie des curés. On en parle sans cesse. Un grand débat du XVIIIe siècle. Vous savez, vous aviez le haut clergé, les évêques, les archevêques, souvent qui habitent en ville, qui vivent dans une certaine aisance, une richesse. Alors, ce n'est pas une richesse propre, quoique, mais en tout cas, ils bénéficient d'un impôt spécial, c'est la dîme, 1/10 des récoltes destinées au clergé. Et puis, vous aviez le bas clergé. Alors là, ce sont les curés dans les paroisses, souvent des paroisses rurales, qui aussi bénéficient de la dîme, mais
comment dire, qu'une partie de la dîme, celle que leur octroie le haut clergé, une portion qu'on appelle la portion congrue, congrue du verbe congruer, exactement, c'est-à-dire qui convient, pour moi qui convient pas du tout, parce que c'est considéré tellement insatisfaisant cette petite portion que c'est devenu une expression réduite à la portion congrue, c'est-à-dire réduit au minimum. Eh bien, cet écart de revenus crée des tiraillements entre le haut et le bas clergé. Et ces tiraillements, on va les retrouver au tout début de la Révolution française, quand une partie du bas clergé se rallie aux idées de la Révolution. Bien, bref, vous l'avez compris, la portion congrue, c'est un os pour le haut clergé. Donc à quoi ça sert? Tout simplement, ça sert d'os. Tout ça pour ça. Hein? Pour un os. Un os à moelle. Puisqu'on va parler des menus du Moyen-Âge et des Vikings. Et tout le monde est fasciné par ces recettes de cuisine, cher Alix. Oui, cet été, si vous allez sur l'île de Gotland, au sud de la Suède, vous allez vivre une expérience, et pas que des moustiques. Vous risquez de vivre une expérience culinaire inattendue. En plus des moustiques, vous risquez de croiser la route de Daniel Serra, un archéologue culinaire qui a une très longue barbe, comme vous pouvez le voir, des très très longs cheveux, et qui lui prévoit d'enseigner au public des recettes issues de l'ère viking, avec au programme par exemple, pour vous donner envie, du porridge au poisson. Donc il suffit pour cela de mélanger de la tête de morue séchée, que d'abord vous écrasez bien sûr, et vous mélangez ça avec de l'orge, de l'aneth, du beurre salé, un délice certainement. Certes. Et pour réécrire ces recettes qui sont très vieilles, qui ont plus de 1000 ans, cet homme, en fait, il a réalisé pendant plus de 20 ans des fouilles. Enfin, il a mené des recherches pendant plus de 20 ans dans des sites de fouilles. Et puis, il a aussi plongé son nez dans des vieux grimoires, aussi des sagas de vikings. Et alors, sa conclusion, c'est que les vikings consommaient énormément de poissons séchés, évidemment, mais aussi qu'ils agrémentaient leurs plats avec, par exemple, de l'aneth, du persil et même des graines de moutarde. Et ça intéresse de plus en plus le public. Oui, et pas que les Suédois, aussi les Français, puisqu'il y a quelques mois, le chef étoilé très célèbre Guy Savoy a sorti un livre. Il a lui aussi sorti donc des recettes historiques dans son livre Guy Savoy, Cuisine les écrivains du XVIe siècle. Un livre dans lequel on apprend par exemple à concocter une soupe de châtaigne grillée au lait et agrémentée de lard croustillant. Une recette, ça a l'air très très bon. D'ailleurs, vous avez la recette si ça vous intéresse. Recette imaginée à partir des ouvrages du poète et amateur de bonne chère Clément Marot. Il y a une autre recette qui a retenu mon attention, le saucisson en brioche avec sa poêlée de choux à la pistache, inspirée des poèmes de Louise Labbé. Et oui, et donc en ce moment, les amateurs de cuisine et les amateurs d'histoire à la fois, notamment Xavier. dont nous avons un brillant représentant. Ils sont comblés parce qu'il y a aussi à la Conciergerie de Paris l'exposition Paris, capitale de la gastronomie du Moyen-Âge à nos jours, qui divulgue par exemple des menus, le menu notamment d'un restaurant parisien du XVIIIe siècle, où l'on apprend que la mode était à l'artichaut à la poivrade, très sympathique, un peu moins la cervelle de veau frite au beurre noir. Frite avec 2 thés en plus. Comment vous expliquez ce goût, cette appétence? Eh bien, la cuisine déjà offre une porte d'entrée un petit peu différente vers l'histoire. Et puis, selon l'archéologue Daniel Serra qu'on a vu à l'instant, eh bien, l'alimentation permet aux historiens de mieux comprendre le fonctionnement d'une société. Donc lui, en découvrant que les Vikings avaient une alimentation beaucoup plus sophistiquée que prévu, beaucoup plus épicée, il espère bien les réhabiliter et montrer au public que ce peuple n'est pas uniquement un peuple brutal et carnassier. Il a raison. Framboise, aneth, graines de moutarde, voilà, on y est. Bon, merci mes amis. On se retrouve demain à 20h05. Slurp, tchuss.